Bienvenue dans le 56cast, le premier 56cast de 2014. Youpi. Bonne année! Bonne année, ouais. Cette semaine, on va parler de quoi? On va se demander d'abord pourquoi Yahoo, 19 ans d'âge, est encore vivant. C'est étrange, il est né en 95, il n'est pas mort. On essaiera de comprendre pourquoi. On parlera aussi, si on a le temps, de nouvelles politiques d'envoi de mails sur Gmail. C'est étrange, on essayerait-on de nous forcer à utiliser Google+, hein? On sait jamais. Non, c'est bon. On va voir. Comme une fois par mois, on a le plaisir d'accueillir Alexis Kaufmann de Framasoft et Romain Lubric pour nous parler du domaine public. Et en ce début, je vais y arriver, mais c'est le début de 2014. Hein. En ce début de 2014, c'est un peu la fiesta du côté du domaine public. Et voilà, tu vas nous raconter ça et plein d'autres choses encore. Et puis, du côté du potager du web, parce qu'on n'a pas abandonné ça en 2014, on va continuer notre exploration du cinéma sur YouTube en regardant comment on fait pour résumer les films en 5 secondes. Voire moins. Et c'est pas si difficile que ça. Enfin, à en croire le nombre de vidéos qui le font. Voilà. C'est ça. Et de quoi on va pas parler? On va pas parler de la CNIL parce qu'on en a déjà beaucoup parlé récemment. On avait expliqué que la CNIL n'était pas contente parce que Google, en fusionnant les conditions d'utilisation de ses 70 services, avait du coup fait une grande base de données personnelles en croisant absolument toutes les données privées qu'il récoltait sur les gens. Pour le bien de ses utilisateurs, pour la facilité. Ouais, voilà. Mais du coup, ça faisait un énorme fichier de données beaucoup trop vaste et beaucoup trop flou. On savait pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient en faire, dans quelles conditions et tout ça. Donc la CNIL est fâchée depuis 2 ans, il leur demande de s'expliquer là-dessus, et comme Google ne répond pas, ils ont fini par se taper une amende de 150 000 €, ce qui est le maximum que la CNIL puisse faire. Et le maximum que la CNIL ait fait. Oui. C'est le record. Ouais, c'est pas beaucoup pour Google, mais c'est symbolique, quoi. En plus, ils vont devoir l'afficher sur leur page d'accueil. C'est ça qu'on attend. Pendant 2 jours. Voilà. On attend toujours d'ailleurs. On attend toujours. On ne va pas parler de cette rumeur qui voudrait que Windows 9 sorte en avril 2015. Selon une rumeur, l'iPhone 6 serait plus fin que l'iPhone 5. Il y a un moment où ils vont avoir une taille négative. Selon une rumeur, le Galaxy S5 de Samsung serait équipé d'un système de reconnaissance d'iris. Après le système de reconnaissance d'empreintes digitales de l'iPhone 5, c'est un peu celui-là où ils avaient dit non, vous en faites pas, les empreintes digitales, elles sont stockées juste sur votre téléphone, même nous on les récupère pas, et puis 2 semaines après ils avaient dit si en fait on les envoie à la NSA. C'est ça. C'est d'accord. Celui-là, et puis là l'iris, parce que l'iris quoi. Ouais, mais Samsung ils sont plus sympas. Non mais Samsung, ça va, ils vont les garder, voilà, ils vont les garder. Ça reste juste sur le téléphone. Voilà. Ouais, pas de souci. Les promesses n'engagent que ceux. Voilà. Bon, sinon, la semaine dernière, enfin plutôt début janvier, ça fait il y a 2 semaines, 4,6 millions de comptes Snapchat ont été piratés et les numéros de téléphone ont tous été dévoilés sur le site des hackers. Et Snapchat, donc champion de la vie privée et des échanges secrets, a mis 1 semaine à réagir et à dire d'une part pardon et d'autre part on a corrigé la faille. Oui, c'est quand même étrange, hein. C'est quand même le truc, oui, vos photos vont disparaître tout de suite, n'ayez aucune crainte, sauf que votre numéro de téléphone est accessible sur le web. Biz Stone, qu'on connaît plus particulièrement pour avoir fondé une certaine entreprise qui s'appelle Twitter, a lancé l'application Jelly, qui est un moteur de recherche communautaire. On pose une question et les autres internautes y répondent du jamais vu. Est-ce que c'est pas le principe de Quora déjà? Est-ce que c'est pas le principe de Ask.com? Est-ce que c'était pas le principe de Yahoo Answers? Ouais, mais c'est Bistone. Ah oui, d'accord. Ça va marcher. Ça va marcher. Et ouais, le cloud. Envoyé spécial a fait un envoyé spécial pour expliquer ce que c'était que le cloud. Et je suis sûre que la ménagère qui ne savait pas ce que c'était que le cloud a tout compris parce qu'il l'explique quand même vachement bien. On regarde. Et puis, 10 ans plus tard, nouvelle révolution. La musique et les photos ne sont plus à l'intérieur des appareils qui permettent de les lire, mais loin, bien loin, accessible à la vitesse de l'éclair par Internet. La vitesse de la lumière par Internet avec des éclairs. Donc le cloud, c'est quand l'électricité vient voler tes photos dans ton ordinateur, elle les transforme en petits 0 et petits 1 qui vont monter jusque dans le ciel, c'est ça? Ils font des éclairs. Parce que le cloud, c'est dans le ciel. Oui. Hein, c'est ce qu'ils expliquent après, en fait. C'est ce qu'ils expliquent. Ouais. On le voit bien. Dans l'autre vidéo qu'on a fait. Alors qu'en fait, tous ces sites, toutes ces applications dont nous connaissons par cœur les logos, stockent nos données tout là-haut. Voilà. Ils envoient des petits 0 et des petits 1 dans les nuages avec des petits bruits électroniques. Tout là-haut. Tout là-haut. Là. Tout là-haut. Merci, envoyé spécial. Après, ils vont quand même faire un reportage dans un data center pour montrer qu'en fait, on sait très bien où elles sont, les données, elles sont
très bien géolocalisé, mais sur des disques durs très physiques. Mais ils commencent quand même par nous sortir du bullshit, parce que le numérique, faut que ça paraisse flou, vague, magique. De toute façon, ce terme de cloud, de nuage, a fait beaucoup de mal. Mais c'était moisi, je sais pas pourquoi tout le monde s'est lancé là-dedans. Ça s'appelle stocker en ligne, et puis voilà quoi. Ouais. C'est ça, ça s'appelle stocker en ligne. Et en fait, je pense que c'était parce que quand il y avait des schémas, à chaque fois que tu faisais un schéma pour faire relier, en fait, à chaque fois qu'il y avait Internet, et on faisait un petit mouton autour. Et je pense que c'est là où le mot cloud a été créé. Enfin bon. On va passer à l'actu, on va parler de Yahoo. Donc Yahoo, c'est ce site que l'on consulte sur le Minitel, c'est ça? C'est ça. Yahoo est né en 95. Qu'est-ce que tu faisais en 95, Alexis? Je crois que je découvrais Internet et je pense que j'ai commencé avec Yahoo, AltaVista, Lycos, etc. C'est ça. Je joue au Playmobil, hein. Tu joues au Playmobil, ouais. Moi pareil, je découvrais Mosaic. Mosaic, c'était le premier navigateur web qui arrivait en 94-95 dans ces eaux-là, qui était le précurseur de Netscape, qui était donc le premier vrai navigateur web, sachant que ça pouvait afficher des images. C'était quelque chose de révolutionnaire. Avant, les images, il fallait aller les chercher en FTP. Je sais pas si vous vous rappelez, mais bon. Bref, c'était pas du tout le sujet. C'était pas du tout le sujet. Mais Yahoo est né en 95, est né à cette époque, et quelques années plus tard. Quand le web a commencé à se développer, il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui utilisaient des moteurs de recherche, et le moteur de recherche, c'était AltaVista. On créait une requête et il allait chercher sur tout le web. Et puis, il y avait ceux qui disaient, oui, mais tout le web, c'est le bordel. Il faut des annuaires. Il faut qu'on classe bien les sites en rubriques, parce qu'à l'époque, il y avait tellement peu de sites qu'on pouvait les classer dans des rubriques. Et on utilisait Yahoo. Yahoo qui s'est lancé comme ça sur ce concept de moteur de recherche. Et ensuite, d'annuaire justement. Et ensuite, Yahoo a été aussi un des premiers de ce qu'on a appelé très vite des portails. C'est-à-dire un site qui est une espèce de rendez-vous avec plein de services. On y trouve la météo, on y trouve des infos, on y trouve ensuite un compte mail, on y trouve plein de choses. Tu organises un peu tout ça sur sa page d'accueil. C'est pour que les gens disent choisir en page d'accueil Yahoo, comme ça j'ai tout et puis je peux aller. Comme ça on se perd pas dans Internet. On se perd pas dans Internet. Et bref, Yahoo a aujourd'hui 19 ans. Va avoir 19 ans en 2014. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas mort. Ça, c'est déjà une belle performance, parce que c'est vrai que ces sites, AltaVista par exemple, qui étaient incontournables à l'époque, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler, parce qu'il y a un certain Google qui est passé après. Mais Yahoo n'est pas mort, mais Yahoo ne fait pas non plus partie des grands géants de l'internet. Enfin, c'est quand même, il est pas ridicule, avec 5 milliards de chiffre d'affaires en 2012, c'est pas non plus un petit pousset. Mais par rapport à ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, voilà, il en fait pas partie. Moi, j'aimerais bien qu'il en fasse partie, comme ça on pourrait appeler ça les GAFA. Ça rend bien. Voilà. Non mais je voulais le faire, j'ai pas pu m'empêcher. Mais sinon ma théorie c'est qu'ils sont pas morts parce que maintenant ils ont 19 ans et qu'ils sont donc en pleine adolescence. Quand ils étaient petits enfants, ils étaient hyper actifs. Maintenant ils sont adolescents et donc ils sont cool. Et là, ça nous ramène à notre prévision qu'on avait fait à Japan Expo, où on avait dit que Yahoo allait créer l'empire du cool. L'empire du cool. En rachetant Tumblr, par exemple. Exactement. C'était un peu notre théorie. Voilà. Yahoo est en train, on pense avec notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, Yahoo commençait quand même, était pas hyper en forme à cette époque. En 2011, 2010, 2011, 2012, c'était pas vraiment la fête, sachant que c'était en 2008 ils ont fait leur chiffre d'affaires maximum de 7 milliards de dollars, et ils ont embauché une certaine Marissa Mayer, qui est directement venue de Google, pour relancer la machine, parce que déjà à l'époque, en fait, c'était Yahoo, on commençait, ça périclitait. Il y a eu ces grosses rumeurs pendant très très persistantes du rachat par Microsoft de Yahoo. Et voilà. Et là, Yahoo revient en achetant Tumblr, en essayant de se dynamiser, en essayant de revenir sur le devant de la scène. Et bon, on arrive à la. C'est quoi cette stratégie? Et du coup, c'est quoi la stratégie? Alors, ça a été détaillé dans une keynote faite au CES de Las Vegas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, l'espèce de grande fiesta aux gadgets inutiles qui se passe tous les ans en début d'année à Las Vegas. Et Marissa Mayer en a profité pour dévoiler un peu les stratégies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 points. Évidemment, le mobile.
Ça, c'est le truc où Important, on peut rien faire sans. Yahoo revendique déjà encore 400 millions d'utilisateurs au monde, sur les 2 milliards d'utilisateurs de smartphones. Mais alors bon, après on n'en sait rien, hein, ces 400 millions, c'est les chiffres Yahoo. Ça peut être les accords avec des constructeurs qui mettent des Yahoo automatiques déjà installés sur le téléphone, etc. Mais la grosse annonce a été le rachat de la société Aviat. Aviat, c'est une start-up qui n'a encore rien fait, hein, mais qui a développé un launcher Android. Alors les launchers, c'est des trucs qui remplacent les écrans d'accueil et qui te permettent de sélectionner tes applications. Voilà, ça remplace l'écran d'accueil et le menu d'Android classique. Alors le gros truc de Aviat, c'est regarder la géolocalisation, les habitudes de surf, les habitudes de la journée, etc. pour proposer les applications les plus évidentes en fonction de la journée. Et pour proposer les informations, vous allez aller au resto, etc. Ce serait pas un peu un portail? Ce serait peut-être potentiellement un portail, et ça nous rappelle aussi un certain Google Now, hein, qui fonctionne un petit peu sur le même principe. Et puis alors après bon, le truc dont on se fout, mais qui est quand même important vu qu'on parle de Yahoo, c'est côté pub, parce que ça c'est le nerf de la guerre partout sur le web gratuit. C'est aussi le nerf de la guerre de Yahoo chez Yahoo, parce que il y avait un point où Yahoo était encore très très dans la course, juste que l'année dernière, c'était la publicité. La publicité, ils étaient numéro 2 derrière Google. Ils se sont fait voler la 2e place par le vilain Facebook, et Microsoft est pas très très loin en embuscade. Donc ils sont quand même 3e gestionnaire de publicité mondiale. Et là ils ont expliqué que grande nouveauté, nous allons faire Yahoo Advertising et nous allons tout regrouper, toutes les données personnelles que nous avons dans un seul petit bloc, comme ça tous nos pubs partout sur nos sites vont pouvoir utiliser tous les systèmes de ciblage. Trop bien. C'est trop bien. Petite remarque, parce que moi j'ai vécu, parce que tu parlais de Aviat et Tumblr achetés par Yahoo, moi j'ai vécu le passage, le rachat par Yahoo de Delicious et de Flickr que j'utilisais, et il se trouve que je n'utilise plus. Delicious est mort, et de toute façon ils l'ont fermé, et Flickr n'a pas vraiment évolué depuis l'achat de Yahoo. Ils ont fait une grosse refonte quand même il y a quelques mois. Oui, je suis toujours mobile, mais je suis pas convaincu. Non, sur le site. Enfin, moi je suis convaincu par Flickr en tout cas. Je suis toujours à fond dedans. Ça reste une source pour avoir des images sur Creative Commons extraordinaire. Exactement. Mais c'est vrai que un des rachats foireux de Yahoo, c'était Delicious, cet annuaire personnalisé de liens. Donc on pouvait, un gestionnaire de bookmarks qui était vachement bien, qui était d'une simplicité enfantine, qui était super bien fait, qu'on pouvait partager, qui faisait des flux RSS automatiquement. Enfin, c'était vraiment très très bien. Mais le gros projet de Yahoo. Le gros projet de Yahoo, les gros projets, c'est sur le contenu. Et ça, c'est assez étrange. C'est que Yahoo veut faire du contenu, veut faire mine de rien, comme du journalisme. Ils ont lancé Yahoo Tech et Yahoo Food, qui sont des portails, encore une fois, des portails thématiques, notamment Yahoo Tech, c'est la suite du fait qu'ils aient débauché un certain David Pogg, chroniqueur star du New York Times, pour créer une interface, c'est plutôt bien foutu, Yahoo Tech, Yahoo Food, et sur mobile, encore une fois, c'était en fait, en début 2013, ils ont racheté un truc qui s'appelle Sumly, un certain, je vais retrouver son nom. Nick Dalloiseau, qui avait 17 ans à l'époque, ça a été racheté 30 millions de dollars. C'est une application qui résumait les articles. Voilà. Un robot qui lisait les articles et qui était capable d'en écrire un résumé. Voilà. Et là, maintenant, ils ont fait le Yahoo News Digest parce que vous comprenez, c'est bien Internet, il y a toute l'info, mais on n'a pas le temps. On regarde la pub. If you like me, you probably find reading a newspaper quite hard. And you're lucky if reading one is just enough. We face these problems with our phones. C'est pénible les journaux. Trop de journaux, trop d'infos. Il y a trop de journaux, trop d'infos. On va vous simplifier ça. On aura 10 news le matin. TLDR, 10 comme news. on dit. Ouais. Et c'est ils ont commencé comme ça, avec un gros panneau TLDR, Too Long Didn't Read. Et donc voilà, c'est un peu la vision de l'information par Yahoo. C'est trop long, il y en a trop. On vous propose 10 news le matin, 10 news le soir, générées par nos algorithmes. Et ayez confiance en nous, comme ça, c'est toute l'info dont vous avez besoin. C'est un peu Je crois que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et ça fait une super transition avec des chats qui font du twerking. Oui. C'est un petit peu loin quand même. Ça s'appelle la virgule what the fuck, hein, on a le droit. Mais c'est, sans plus attendre, c'est le quartier libre.
Le quartier libre cette semaine, c'est le domaine public avec Alexis Kaufmann de Framasoft et Romain Lubric. C'est quoi le programme? Le programme, c'est que le mois de janvier, c'est traditionnellement la fête au domaine public. Alors ouais, youpi. Alors pour rappel, une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la fin de l'année civile de la mort de son auteur, donc pile le 1er janvier. Et là, on accueille la promo des morts en 1943. Ah bah oui. Voilà, alors mort en 1943 et 70 ans, c'est pour la France. Parfois, il peut y avoir des petites variations. Au Canada, c'est 50 ans. Aux USA, juste pour le signaler, le domaine public est gelé parce qu'il y a eu des lois successives rétroactives. On appelle ça les lois Mickey Mouse parce que justement le lobby, l'industrie culturelle, notamment Walt Disney a fait en sorte que justement Mickey Mouse n'entre pas dans le domaine public pour conserver les droits. Donc je l'ai jusqu'en 2019, mais nous, en France, heureusement, on peut faire la fête au domaine public. Voilà. Donc il y a qui? Alors, il y a qui? Avant de dévoiler qui entre dans le domaine public en 2014, on va parler du calendrier de l'Avent qui justement dévoilait un par un au mois de décembre un auteur du domaine public. Regarde. Cet atelier, en fait, c'était un atelier qui s'appelait Appropriation du domaine public. L'idée, en fait, c'était de participer, de commencer à déblayer le terrain pour faire un calendrier de l'Avent du domaine public 2014. C'est la deuxième fois, en fait, qu'on fait ça. On l'a déjà fait en 2013. Donc l'idée, c'est de repérer des auteurs qui vont rentrer dans le domaine public au cours de l'année 2014 pour les signaler et en réunir une trentaine pour faire un calendrier de l'Avent pour pouvoir publier tous les jours au mois de décembre un auteur et le signaler. Alors pourquoi on a fait cette démarche? C'est parce que en fait c'est assez difficile de savoir que les auteurs sont dans le domaine public parce qu'il y a des règles de calcul qui sont relativement complexes et il faut bien le dire, c'est pas quelque chose de très médiatisé ou de très mis en avant par que ce soit le ministère de la Culture ou d'autres services. Donc il y avait un besoin de matérialiser ça. Et le problème, c'est que les auteurs entrent dans le domaine public au 1er janvier de l'année. Et il y a une manifestation qui s'appelle le Public Domaine Day qui a été organisée pour un peu célébrer ça solennellement. Mais le 1er janvier, c'est pas un jour très propice pour rendre visible ça. Donc pour essayer de le rendre visible, on a essayé d'imaginer un dispositif. Et l'idée, c'était de faire un calendrier de l'Avent qui permette pendant tout le mois de décembre aux gens de découvrir de nouveaux auteurs et ça permet de mieux capter l'attention. Et donc Lionel Morel, on aura retenu, voilà, que je cite au moins une fois à chaque chronique. C'est une tradition du collectif Savoir Commun. On donnera le lien pour consulter ce calendrier parce que c'est vrai que nos institutions et les grands médias, sauf exception comme Slate ou Libération, ne s'intéresse pas forcément beaucoup au domaine public. Et là, c'est la société civile sur Internet qui s'en empare. Et voilà. Alors donc, qui entre dans le domaine public en 2014 Alors, on a par exemple la philosophe Simone Veil, dont tu as lu tous ses écrits. On a le peintre Chaim Soutine, le musicien Rachmaninoff, c'est pas rien. On a un photographe alpiniste que j'aime bien qui s'appelle Vittorio Sella. T'as remarqué l'accent italien, je voulais le placer. Et puis alors on a des curiosités. On a par exemple Eric Knight. Ça vous dit rien, Eric Knight? Non, mais évite les pièges comme ça. C'est l'auteur de Lassie, chien fidèle. Donc en fait, c'est Lassie. Tu nous l'aurais dit avant. C'est Lassie qui entre dans le domaine public. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc d'ailleurs, Lassie, quand on voit un chien, de sa race, on pense à la Lassie et pas à la race qui est le collet. Oh, bravo. Autre curiosité, John Harvey Kellogg entre dans le... Tu vois, le collet, j'y arrive, mais John Harvey, non? Si, Kellogg. Les cornflakes. Eh ben voilà, l'inventeur des Kellogg's Cornflakes. Bien joué. C'est mon cornflakes, c'est dans le domaine Voilà. Toujours imité, jamais égalé, etc. Et puis alors, deux derniers auteurs, deux femmes de caractère, qui sont Camille Claudel et Jeanne Avril. Alors c'est intéressant du point de vue du domaine public parce que tous ceux qu'on a cités, c'était des auteurs, des musiciens, des photographes, des peintres. C'est assez facile à numériser et à partager sur Internet. Pour une sculptrice comme Camille Claudel, pas évident. Non. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une chronique écrite dans Les Écrans. Ouais, il faut absolument lire cet article, c'est super intéressant. C'est gentil. Libération.fr. Voilà, on évoque le boom de l'impression 3D qui peut avoir une influence justement sur la sculpture et sur le partage. Et comment on se retrouve avec une reproduction de Camille Claudel en plastique sur sa cheminée?
Voilà. Parce que c'est dans le domaine public. C'est trop cool. Et on a le droit. Et deuxième femme... Alors avant, je crois que tu as donné un film aussi, de John Huston. Bah voilà, pour la deuxième femme, c'est Jeanne Avril. Ah oui, pardon. Tu vas pas me... Je te laisse. Tu vas pas me ruiner ma transition. Non. Et donc, Jeanne Avril, séquence vidéo. Henri, my dear, we just heard you were dying. We simply had to say goodbye. It was divine knowing you. We will see you later, of course. But now, if you forgive me, I must fly. There is the most beautiful creature waiting for me at Maxime's. Goodbye, Henri. Goodbye. Voilà, Goodbye Henry. Alors, celle qui disait Goodbye Henry, c'est Jeanne Avril. Et Henry, c'est, vous l'avez peut-être reconnu, sur son lit de mort, là, parce que c'est la fin du film, Henri de Toulouse-Lautrec. D'accord. C'est un film de John Huston de 1952, qui lui n'est pas dans le domaine public, mais enfin, extrait, droit de courte citation, etc. Et alors, donc, cette femme, Jeanne Avril, a été l'une des grandes danseuses de l'époque. Et tout le monde, en fait, la connaît, parce que la connaît visuellement. On va s'en apercevoir avec la prochaine séquence vidéo. Voilà, le divan japonais. Ouais, effectivement. Voilà, Muse de Toulouse-Lautrec, c'est la vie parisienne de la fin du 19e siècle, telle qu'on se le représente, Montmartre, le Moulin Rouge, etc. Alors, une danseuse qui entre dans le domaine public. Un peu compliqué à réutiliser. Voilà, alors à moins qu'elle ait inventé un pas de danse et qu'elle l'ait copyrighté malheureusement, ce qui heureusement n'est pas le cas dans le milieu de la danse. Parfois, on a voulu copyrighter des postures du yoga, j'en parlerai peut-être une autre fois. Pas de digression. Elle a écrit ses mémoires à la fin de sa vie, ce qui d'ailleurs la distingue des autres danseuses parce que c'est un peu du coup l'intellectuel de la bande. Alors, bon, le style est assez relâché, mais néanmoins alerte. On apprend plein de trucs, une vie, plein de bouleversements. Je n'ai pas évidemment le temps de détailler, mais on donnera les liens. Et du coup, ces mémoires entrent dans le domaine public, sont entrés dans le 1er janvier, mais ils n'ont pas été numérisés puisqu'on n'en avait pas le droit. Et donc vous l'avez fait. On l'a fait nous-mêmes. Ouais. Voilà, les deux appareils shoot. Ils transfèrent pas les photos tout de suite parce que c'est un peu long. Déjà, ils les écrivent sur la carte SD, ça prend un peu de temps. Et donc maintenant, on peut tourner la page. Alors voilà, ce n'est pas un laboratoire clandestin de fabrique de cocaïne, c'est pas très bien filmé. En tout cas, c'est dans le garage de la Quadrature du Net. Et celui qu'on a vu à l'écran, c'est Benjamin Sontag qui a installé un book scanner. Parce que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la numérisation, elle est quand même à portée pour 500 €, on peut arriver à avoir tout un ensemble qui maîtrise toute la chaîne du livre, que l'on place donc, comme vous avez plus ou moins vu, sur des plaques de verre avec des appareils photo qui prennent. Ensuite, ça va dans un ordinateurs, logiciels sous Linux, lui parce que Benjamin Sontag c'est un hacker, c'est un geek qui nous fabrique ça aux petits oignons. Et à l'arrivée, on obtient une numérisation après quelques efforts. Alors voici ce que ça a donné pour Jeanne Avril. Donc le bouquin, je suis allé chercher, avec mon acolyte Véronique Boucali, on est allé le chercher à une bibliothèque à Paris, on l'a mis sous la presse. Donc l'appareil photo prend des images gauche-droite, il y a deux appareils, une pour la gauche, pour la droite. Ensuite, il y a un nettoyage, et puis après, ça passe à l'OCR, reconnaissance des caractères, et vous aurez le lien sous la séquence. Et puis moi, j'ai eu le droit à mon diplôme, et parce que comme je suis quelqu'un à un ego surdimensionné, je l'ai montré, diplôme de formation au scan du livre. Voilà. La classe. Je veux le même. Tu vas pouvoir trouver un vrai métier après ça. Exactement, je vais mettre sur mon CV. Dernière info, parce que on va fêter le domaine public le 26 janvier à Toulouse. L'après-midi, ce sera conf et atelier avec Wikimedia France. Et le soir, Romain Lubric investit le cinéma Utopia, donc cinéma Utopia à Toulouse, pour une soirée en 3 temps. Un court-métrage de Max Linder, j'aurai l'occasion d'y revenir de Max Linder. Hein. Vous connaissez bien le cinéma muet de Max Linder? Donc court-métrage de 1912, mise en musique à l'accordéon. Vous vous souvenez là, du passage remarqué de Véronique Boucali. Un long-métrage qui sera Howard Hawks, His Girl Friday, La Dame du Vendredi, comédie américaine des années 40, noir et blanc, super amusante. Et puis un débat autour du cinéma, domaine public, à l'ère d'Internet, avec, je vous le donne en 1000, Calimac. Voilà, venez nombreux. Le 26 janvier donc. Le 26 janvier à Toulouse. Potager du web.
Alors, la dernière fois, on avait parlé de tout ce qu'on faisait avec les bandes annonces de films sur YouTube, comment on faisait des mash-ups, des supercuts, des méga compilations, tout ça. Et là, cette fois, on va parler de comment on résume les films sur YouTube, et notamment de un mec en particulier qui s'appelle Doug Walker, qui est un critique de films américain, et qui, en 2007, a eu une idée, et si je résumais les films les plus connus en 5 secondes, top chrono, voire 4, voire parfois 3. Et en fait, en 2007, YouTube avait quel âge ? 1 an. Ouais, 2 ans, je crois. 2 ans. Enfin, vraiment pas beaucoup, et il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des trucs originaux comme lui. Et donc, par exemple, l'un des premiers qu'il a fait, il y avait Batman, il y avait Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ou par exemple 2001, Odyssée de l'espace. Wow. Et voilà, on n'a plus besoin de le voir, on a tout compris. C'est plus court. Non, moi je trouve que c'est bien résumé quand bien. même, il a à peu près tout. Voilà, donc il y a ça c'est sa méthode condensée ultra rapide. Quand le film fait 3 heures, je vous fais quelques images chocs et puis vous avez tout vu. Quelquefois, d'autres fois, il fait une sélection d'une scène marquante en particulier ou d'une réplique marquante. Et puis, du coup c'est humoristique et il faut déjà avoir vu le film pour comprendre l'humour, quoi, comme dans Titanic. But this ship can't sink. Voilà, ce bateau ne peut pas couler, disait-il. Et donc, en 2008, donc après 1 an à s'exercer à ce genre de truc, Doug Walker a sorti une chaîne YouTube entièrement consacrée à cet exercice qui s'appelait 5 Second Movies. Et les internautes se sont mis à faire leur propre version. Et c'était un peu la première fois quand même que il se passait un truc comme ça sur YouTube, hein, où les gens se sont appropriés le phénomène et ont fait leur propre version. Donc, on en regarde encore un autre, c'est Amadeus de Milos Forman, la biographie de Mozart. There it is. Ça vieillit pas. Sauf qu'il a eu de gros problèmes de droits d'auteur, Doug Walker, parce qu'à l'époque, les ayants droit s'en donnaient à cœur joie avec les plaintes. Et bon, on a déjà l'impression qu'ils s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, mais avant c'était pire parce qu'il y avait vraiment pas cette culture du remix sur YouTube. Et donc, au fur et à mesure qu'ils mettaient des vidéos sur YouTube, elles disparaissaient. Aujourd'hui, il y a quasiment plus rien, c'est super. Et il y avait même un article du Guardian à l'époque sur la question du droit d'auteur qui se demandait déjà si ça bridait pas un peu la créativité des internautes de faire chier les gens comme ça sur YouTube. Et finalement, est-ce que ce qu'ils faisaient, c'était pas légal d'ailleurs, puisqu'après tout, c'est des super courts extraits de films et qui s'en servent pour faire des parodies. Donc, est-ce que ça serait pas une exception au droit d'auteur? Est-ce que ça, c'est vraiment rien, quoi? Est-ce que on pourrait pas juste les laisser faire ça, au moins? Maman, j'ai raté l'avion pour finir. We'll go to the back door. Maybe he'll let us in. You never know. Yeah, he's a kid. Kids are stupid. Très bien. Voilà, et donc aujourd'hui, la plupart des vidéos sont hors ligne, la chaîne n'existe plus, et quand on tape 5 Second Films sur Google, en fait, on tombe sur des courts-métrages originaux faits par une autre boîte de prod qui invente ses propres films en 5 secondes. Et pour les retrouver, eux, il faut aller sur le blog de Doug Walker qui s'appelle The Guy with the Glasses, le gars avec les lunettes. Voilà, et c'est encore nos amis, hein, les ayants droit, qui ont tout pourri. Nos bons vieux amis. Si on avait eu le temps. Si on avait eu le temps, on aurait dit que Gmail a eu une super bonne idée. Maintenant, on peut envoyer un mail à quelqu'un même si on ne connaît pas son adresse email. Et par quelle magie? Eh bien, c'est simple, on va sur Google+, et on l'ajoute dans ses cercles de contacts. Comme tout le monde est obligé d'avoir un compte Google un jour dans sa vie pour faire un commentaire sur YouTube et tout le monde a un compte Google+, donc on peut contacter tout le monde sur Gmail. C'est absolument merveilleux. Il y a quelques règles, mais franchement, c'est compliqué. En gros, je peux contacter quelqu'un dans mes cercles une fois, mais il doit accepter après que je le contacte plusieurs fois, mais si lui me suit, par contre, j'ai le droit de le contacter autant de fois que je veux. Et j'ai fait un super schéma pour résumer ça, vous pouvez aller voir ça à l'écran. Écran.libération.fr. Dans mon article sur écran.libération.fr. En tout cas, c'est un peu des enflures et c'est vrai. Le jardin clôturé ressemble de plus en plus à une prison, quoi. Est-ce que vous avez jamais eu envie d'écrire un mail à quelqu'un dont vous n'avez pas l'adresse? Bah si, sans doute, mais est-ce que vous n'avez jamais reçu un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que ça vous a fait chier? Oui, aussi, quoi. Ça s'appelle du spam. Du spam. Et voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Le spam, c'est ça, merveilleux. c'est ça. C'est fini pour ce mois-ci, pour le 56 cast. Merci Alexis, mais on va finir par un chat qui fait la tradition par des poils. Et donc les poils, c'est quoi? Bonne année de la part d'un chat qui boit du champagne à notre santé. Ok.
Merci Alexis. Oh, c'est so cute. Il fait nom nom. Et nous on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération, bien sûr. Salut. Ciao. Bye bye.